C'est bon, je crois. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour le nouvel épisode du Focus Show ALR 2022. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Dr Sébastien Bloch, qui est anesthésiste réanimateur à la clinique du sport Drouot à Paris, et Dr Olivier Choquet, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Montpellier. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat et nos deux orateurs auront le plaisir de répondre à la fin de cet épisode. Et évidemment, on se retrouve également mardi prochain pour le dernier épisode de cette série. Je vous laisse maintenant avec Dr Sébastien Bloch qui va commencer. On va se reprendre une position un peu correcte. Merci à vous. On t'embêtait un petit peu. Exactement, c'est On en parle, ça c'est fait 5 minutes qu'on l'embête en fait depuis tout à l'heure. Je vais être un peu plus haut que Oui, c'est Sébastien. ça. Ah ouais, moi je vais être un peu plus petit. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Merci de à vous. nous recevoir ici. C'est toujours un plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de venir. Plaisir partagé. Ah ouais, c'était vraiment très très bien. Et c'est un plaisir aussi d'être avec Olivier pour vous présenter effectivement SOS Limbago, Point Gâchette, syndrome myofacial. C'est moi qui vais commencer. Je vais commencer alors que ce n'est pas moi du tout qui ai mis en place ce genre de prise en charge, puisque c'est vraiment Olivier. Et c'est juste nous que je vais vous présenter la transposition de ce qu'on a fait avec ce que j'ai pu apprendre auprès d'Olivier sur ses pratiques d'anesthésie loco-régionale dans le cadre de ces lombalgies aiguës communes, comme on va pouvoir le voir. Donc je vais introduire un petit peu tout ça. Je vais introduire donc le principe, ou en tout cas ce qu'est la lombalgie aiguë commune, l'impact que ça a à l'heure actuelle sur un plan médical. Et puis après, on verra un petit peu les techniques et pourquoi il faut les mettre dans un cadre de parcours. Et puis Olivier, je crois, reviendra un petit peu et précisera vraiment la technique, l'anatomie, puisque je vous dis, c'est vraiment parce que moi, je l'ai vu un jour présenter ces choses-là que je me suis dit qu'il fallait qu'on le fasse. Donc, déjà, si Olivier en a parlé, c'est qu'à mon avis, la lombalgie, Olivier Choquet, il l'a eu. Alors j'ai mis tintatin parce que c'est normalement quand il y a un truc un petit peu où on a peur, il y a tintatin. Donc là, sur une diapo, ça marche moins bien. Mais en tout cas, je pense qu'Olivier Choquet a dû l'avoir, la lombalgie. Il a dû l'avoir pour une raison simple, comme on va le voir après sur les chiffres, c'est que l'adulte, 70 à 85% des adultes entre 40 et 60 ans vont avoir un lumbago. Donc on est quasiment tous à avoir un jour cet épisode de mal de dos qui rend la vie assez insupportable et qui peut rendre même la vie professionnelle insupportable. Donc il l'a probablement eu et il a probablement vu tout ça, Olivier, dont le chiffre qui est sur la partie droite de la diapositive et qui explique vraiment pourquoi l'ALR a un intérêt et est facilement développable dans ce concept et dans ce contexte. Donc il a vu tous ces chiffres, il les connaît tous ces chiffres. Comme je vous le disais, le rond en bas à gauche, c'est 70 à 85% des adultes entre 40 et 60 ans, donc bientôt il n'aura plus ces problèmes-là, ont eu ou vont avoir un lumbago. Après, qu'est-ce que ça donne au niveau du travail? Eh bien, c'est 20% des accidents de travail, c'est ça entraîne un cinquième des arrêts de travail, c'est 2 mois d'arrêt, donc c'est important comme impact social et professionnel que ça peut avoir. Quand on regarde le petit schéma qui est un petit peu en bas, eh bien, on se rend compte que dans 40% des cas, la cause, c'est le transport ou de porter quelque chose de lourd. Et nous, dans notre univers professionnel, on porte des gens, on transporte des choses. Donc forcément, dans notre univers, on va avoir autour de nous des professionnels de santé qui vont être sujets à ces lumbagos. Et il faut les aider. On a tous l'histoire du brancardier, tout d'un coup, qui lève un truc et qui se retrouve à 90 degrés, nous-mêmes. Donc on va tous être confrontés à ces choses-là. Et je pense que là aussi, Olivier, il a été confronté à ce personnel ou cet environnement et cet entourage qui a été sujet au lumbago. Quand on regarde l'évolution du lumbago, c'est ce qui est un petit peu au-dessus, les 3 petits ronds. Il y en a un qui a sauté, c'est pas très grave. Dans 90% des cas, ça va évoluer de manière spontanément résolutive entre 4 et 6 semaines. 4 et 6 semaines, c'est insupportable quand on a mal au dos. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal au dos, mais c'est insupportable. Dans 3% des cas, ça va perdurer quasiment 1 an. Et c'est dans 7% des cas que ça va vraiment... oui, c'est ça, 12 semaines, pardon, pas 1 an. Et c'est dans 7% des cas que ça va perdurer plus de 3 mois. Donc on sera vraiment dans une lombalgie ou dans une douleur qui va être chronique. Donc on a 93% des gens chez qui ça va aller mieux. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 4 à 6 semaines pour que ça aille vraiment mieux. Après, quand on regarde l'impact que ça a, l'impact, il est énorme. C'est ce que vous avez sur le petit carré bleu. C'est 12,2 millions de jours perdus, soit 57 équivalents temps plein. Ce qui est monstrueux, c'est 1 milliard. Le coût direct, c'est 1 milliard d'euros en France.
c'est 3 milliards d'euros aux États-Unis, 5 en Australie et 100 aux États-Unis. Donc ça a un impact qui est monumental, c'est monstrueux. Donc il faut vraiment faire quelque chose sur le plan effectivement de l'argent, enfin en tout cas de l'impact que ça va avoir, mais aussi parce que tous ceux qui ont eu mal au dos un jour savent que c'est difficile à vivre et qu'on veut avoir ce petit déclic qui va nous permettre de passer le cap pour aller mieux. L'élément le plus important, c'est ce qui est sur la partie droite de la diapositive, c'est ces 85% de lombalgie commune, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause vraiment individualisée. Alors que vous avez 15% de spécifiques chez qui on sait qu'on a une responsabilité à cette douleur, de l'infection, un cancer, des choses sur lesquelles on ne va pas toucher. En revanche, on a 85% des gens, et on reparlera de ces lombalgies spécifiques, on a 85% des patients ou des gens qui ont une lombalgie chez qui on va pouvoir proposer quelque chose simplement parce qu'on sait qu'on n'a pas de cause vraiment bien individualisée. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir passer de cet état de très douloureux à ça va un peu mieux pour pouvoir utiliser ce qui est le premier élément bénéfique dans cette douleur du dos, dans le mal de dos, qui est le mouvement. Ça, c'est plein de petits éléments ou plein de petites publicités qui ont été faites par l'assurance maladie, donc c'est différentes régions, mais vous savez, c'est la même chose, hein, c'est le même concept, c'est le bon traitement, c'est le mouvement, donc il faut bouger. Mais on sait tous ce que c'est de pouvoir bouger quand on a mal au dos. Alors vous avez aussi les exercices qui sont proposés ici par l'assurance maladie, mais vous avez surtout sur la droite de la diapositive le vrai cercle vicieux dans lequel on se trouve quand on a mal au dos. On a mal au dos, c'est vraiment douloureux de pouvoir passer de la position 80 degrés dans laquelle on est bloqué ou de sortir de son lit. On a peur de bouger, on nous dit qu'il faut bouger, on ne bougera jamais, donc c'est un enfer, on est dans un cercle vicieux. Et cercle vicieux pendant 4 à 6 semaines, c'est juste impossible. Donc il faut trouver quelque chose. Et ça, je pense qu'Olivier le savait. Et puis, il a dû faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il est allé voir, il a eu mal au dos. Moi, j'ai eu aussi mal au dos, on en parlait tout à l'heure, on a tous eu un petit bloc. Et il a fait comme tout le monde, il est allé voir ce qu'on pouvait prendre comme médicament. Donc l'HAS a fait un très beau document sur la prise en charge de la lombalgie et vous donne les traitements qui sont possiblement utilisables avec des niveaux de preuve. Et quand on regarde les niveaux de preuve, ben, ça fait un peu peur parce qu'on n'a pas grand-chose. On a un peu de paracétamol, beaucoup d'AINS, les opioïdes non, les antidépresseurs pas sur une lombalgie aiguë, c'est dans un contexte de lombalgie chronique avec une nécessité de mettre en place un traitement parce qu'on a un petit peu peut-être de catastrophisme ou en tout cas d'anxiété associée, et la gabapentine non. Donc en gros, on n'a quasiment rien comme traitement pour passer le cap. À droite, vous avez une revue qui a repris l'ensemble des guidelines européenne et qui a essayé de voir ce qui pouvait être proposé sur la douleur du rachis dorsal et lombaire. Et puis après, vous avez aussi le rachis cervical. Et ce qui est intéressant déjà, c'est de se rendre compte que sur le rachis cervical, les traitements médicamenteux ont peut-être plus de place que sur le rachis lombaire et dorsal. Et sur le rachis lombaire et dorsal, c'est la partie centrale de la diapositive du tableau. Et bien en gros, tout ce qui est traitement médical, il n'y a rien qui marche très très bien. Peut-être les anti-inflammatoires, mais le reste, ça ne fonctionne pas très bien. En tout cas, les niveaux de preuve sont vraiment pas très bons. Et ce qui marche surtout bien, c'est tout ce qui est non médicamenteux, c'est-à-dire la prise en charge globale des patients, les prises en charge psychologiques, la kiné, le mouvement. Donc on sait que tout ça, ça marche. Le problème, c'est si je reviens sur ce cercle vicieux, c'est que ça marche, mais il faut encore pouvoir à un moment être débloqué pour pouvoir bénéficier de tous ces traitements, qui vont être ces traitements non médicamenteux. Et c'est là où il a été vraiment très très bon, je trouve, Olivier. Et nous, on a utilisé cette technique parce qu'on avait développé dans le centre où je travaillais un protocole de bloc sur la chirurgie du rachis. Et donc j'ai vu un abstract, j'ai regardé la littérature importante sur France Bleu, Héros, mais c'est génial, hein. Il y a 2 interviews qui sont vraiment très bien et où il met vraiment en avant l'intérêt de ces blocs dont on va parler et après il va nous expliquer ce qu'on peut faire sur ce lumbago qui peut vraiment être un enfer quand on a ces EVA supérieurs à 6 ou 7 où on ne peut pas être mobilisé et où on nous dit pourtant il faut bouger parce que c'est le mouvement qui va vous aider. Et c'est ce qu'on a sur l'abstract d'une étude qu'ils avaient présentée sur un congrès d'urgence, et c'est vachement bien que ce soit fait dans un congrès d'urgence. C'était de la lombalgie aiguë, alors il pourra vous en parler, hein. Ils évaluaient l'EVA des patients, ils évaluaient une échelle de capacité fonctionnelle dans le cadre du lumbago. Ils ont pris des patients à qui ils ont fait soit un bloc, on parlera de la technique qu'on peut faire, soit un traitement médical. Et ce qu'on voit et qui est vachement bien, c'est que les patients ne vont pas passer de 8 de VA ou à une échelle d'incapacité très élevée à rien du tout. Mais en tout cas, ils vont passer le curseur en dessous du niveau qui vous permet de vous mobiliser.
Et nous, c'est ce qu'on a tous les jours quand on en fait. Ce qui est rigolo, c'est vraiment de dire aux patients, vous n'aurez pas plus rien, mais en tout cas, vous allez avoir suffisamment de confort pour pouvoir vous mobiliser. Et c'est le mouvement, effectivement, qui, au fil des jours, va vous permettre de ne plus rien avoir du tout. Et ça, c'est un joli résultat. Et c'est vraiment la vraie vie. C'est pas du genre, on fait un truc qui fait que vous avez 0. Non, la vraie vie, c'est on vous fait quelque chose. Vous êtes passé, comme vous pouvez le voir, d'EVA à 8, qui sont quand même assez insupportables, à des EVA qui vont être en dessous de 4, alors que dans le groupe médical, on reste qu'avec des EVA élevés qui vont nécessiter probablement d'autres traitements, ou en tout cas qui ne vont pas permettre cette mobilisation assez aisée. Et c'est là où ça a été très fort. Et nous, on a eu la chance, à ce moment-là, donc, de faire ETLA, qui est un travail qui est bientôt fini sur l'arthrodèse lombaire, 2 étages, avec ces blocs paraspinaux. Et donc, on l'a développé, nous également. Ça, c'est le premier point, c'est que l'ALR, ça fonctionne. L'autre élément qui est important aussi à savoir, et je pense que là, Olivier aussi nous donnera son expérience, c'est qu'il faut rentrer ça dans un parcours global et complet. Je vous donne l'exemple ici de ce qui se fait dans l'ALR pour la chirurgie du rachis. Et là, ça a une vraie place. C'est un article de Bruno Dubonneau, qui est un chirurgien français, qui a pris en charge justement ces recommandations, ces guidelines, et il montre que dans la chirurgie du rachis, eh bien, vous avez un intérêt à mettre de l'ALR pour pouvoir diminuer la consommation d'opioïdes. Nous, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de l'ALR pour passer sous le seuil de la douleur qui ne permet pas le mouvement. Mais en tout cas, là, on voit que ça rentre dans une prise en charge globale. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est nous considérer que cette ALR, on ne la rentre pas comme ça chez un gars qui a mal au dos, mais que ça rentre aussi dans un parcours global. Et pour illustrer ce parcours global, j'ai pris ici un parcours qui est proposé par les hôpitaux universitaires de Genève, qui font toujours des trucs assez jolis. Je vous invite à aller voir sur leur site. Il y a des beaux films explicatifs de l'anesthésie, il y a souvent de très jolis protocoles. Et là, ils reprennent exactement le parcours qu'il faut avoir. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de lombalgie commune et des spécifiques. Ce qu'il faut faire surtout, c'est s'assurer qu'on a bien un patient qui a une lombalgie commune. Donc le patient est pris en charge. On évalue, ici vous avez, là aussi c'est sur la fiche de l'HAS, des drapeaux rouges qui vont nous permettre, qui vont nous alerter sur la nécessité de faire des explorations, de l'imagerie, sinon il n'y en a pas besoin. Donc un praticien prend en charge un patient, il évalue vraiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de drapeau rouge. On en reparlait tout à l'heure avec Olivier. Nous aussi, on réévalue avant qu'il n'y a pas de drapeau rouge parce que parfois il y a des drapeaux oranges qui passent et on se les prend. Donc on vérifie bien que les patients n'ont pas une contre-indication à faire ce genre de technique. Et puis tout en bas de la diapositive, vous avez la prise en charge médicale. Et bien à cette prise en charge médicale, on y associe cette anesthésie loco-régionale qui est vraiment très importante. On évalue aussi les drapeaux jaunes qui sont importants, qui sont les nécessités d'avoir un encadrement psychologique important, parce que là encore, ça impacte largement à la fois l'origine de ces lombalgies, mais aussi le passage à la chronicité. Donc il faut absolument savoir s'il ne faut pas mettre un encadrement un peu particulier aux patients pour que tout se passe bien. Donc là, moi, je vais faire maintenant un petit peu de publicité. Bing, publicité Canal+. Eh bien, ça, c'est ce que nous, on a mis en place. Et la publicité n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est 2 éléments qui sont indispensables, et je pense que Olivier aura exactement la même sensibilité. C'est la notion de parcours. C'est qu'il faut vraiment mettre en place une procédure depuis qui les prend en charge, comment on les évalue, les drapeaux rouges, est-ce qu'on met ou pas des médicaments de première ligne. Nous, si vous regardez, on avait à un moment des médicaments de première ligne et on réévaluait les patients 48 à 72 heures après. On n'a pas changé le site internet, on en a discuté avec Olivier, il les prend en charge tout de suite. Moi, je fais ce qu'il me dit. Donc maintenant, tous les praticiens que vous voyez sur la droite de la diapo, qui sont des chirurgiens, nos kinés, nos médecins de la douleur, ils prennent en charge ces patients-là, en plus dans leur consultation, parce qu'ils savent qu'il y a un parcours. Ils nous appellent, et comme nous l'a dit Olivier, on nous les envoie, on les allonge et on les bloque. Et donc, ce qui est important sur cette diapositive, c'est pas que ce soit du droit au sport, même si c'est de la publicité. C'est 2 choses. C'est multidisciplinaire. Il faut que tout le monde soit impliqué pour que ça marche. Tous les praticiens ou tous les paramédicaux qui peuvent être amenés à voir ces patients qui ont des douleurs. On verra, syndrome myofascial, toutes ces douleurs aiguës qui sont vraiment invalidantes. Et puis après, c'est la notion de parcours. Il faut qu'on sache comment ça va se passer pour que les patients soient pris en charge de manière correcte tout au long de cette pathologie donc aiguë. Donc maintenant, j'ai plein de questions à poser à Olivier. C'est Olivier, ok, mais où est-ce que tu fais ton bloc? Comment on fait ces blocs-là? Moi, c'est simple, je me suis simplement référé à ce qu'on faisait. On fait un rétro-lamère parce qu'on s'est référé à ce qu'on faisait dans la chirurgie du rachis. Mais quand on regarde un petit peu, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées. Vous avez le schéma qui est juste en bas. En fait, on peut se mettre quasiment sur un érecteur, on peut se mettre sur un paraspinal intercostal. Il y a le thoracolombaire interfacial plain block qui n'est pas là. Mais tous ces blocs-là, dans les paraspinaux, c'est ce que vous avez sur la partie haute de la diapositive. Il y a plein de blocs qui étaient décrits.
Donc ça, c'est une modification de nomenclature où, hop, on a essayé de un petit peu recentrer la nomenclature pour savoir ce qu'on peut proposer. Seul problème, c'est que sur cette pathologie dont on va vous parler, nous, eh ben en fait, c'est pas ces blocs-là, c'est pas un paravertébral qu'on va faire, c'est pas, bon, ça sera un rétrolamér, mais en tout cas, c'est pas tout à fait cette nomenclature qu'on va utiliser. Donc là, Olivier, comment tu peux nous aider sur ces structures musculaires, ces fascias, pour savoir où il faut injecter pour être efficace? Et ça correspond un peu plus à ce que l'on a actuellement dans la littérature. Et encore une fois, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il faut bloquer les rameaux dorsaux? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la facette? Si jamais on estime qu'on peut avoir une petite inflammation facétaire et que ce soit important d'injecter la facette, et surtout combien on injecte sur une facette? Est-ce qu'il faut bloquer aussi la branche médiale? C'est ce que vous avez du rameau dorsal. Est-ce qu'on fait un érecteur spinae en disant qu'on va avoir une très belle distribution dans le fascia musculaire? Est-ce qu'on fait un thoracolombar interfacial plein bloc, un type? Est-ce qu'on fait une injection d'un trigger point? C'est ce qu'on va voir juste un petit peu après pour le syndrome myofascial. Et qu'est-ce qu'on fait des cluneaux supérieurs? Tous ces trucs-là, c'est ce qu'on retrouve actuellement. C'est un peu difficile et pourtant, tous ces blocs réalisés, et là je pense que tu nous donneras des solutions, eh bien ils fonctionnent. Parce qu'à chaque fois, nous on a essayé un peu tout, parce qu'on ne sait pas trop parfois où on va, et ça fonctionne. Après Olivier, comment on reconnaît tout ça? Comment on reconnaît un peu ces éléments du rachis? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de les reconnaître ou est-ce que c'est plus important de savoir où le patient a mal pour pouvoir injecter? Est-ce qu'on est dans une stratégie qui est différente de celle de l'anesthésie où là on va vraiment se focaliser sur la zone douloureuse pour s'orienter et être orienté par la zone douloureuse plus que par ce que l'on fait lorsqu'on veut faire par exemple un paravertébral ou un ESP? Et puis après, qu'est-ce que tu injectes? Ça aussi, c'est important. Dans la littérature, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui injectent des anesthésiques locaux de très courte durée d'action, de la lido, d'autres qui font de la ropie, certains qui mettent des corticoïdes, d'autres qui n'en mettent pas. Là, je vous prends ici l'exemple du syndrome myofascial. C'est un travail qui évaluait donc, dans le syndrome myofascial l'injection à la fois de sérum phi, à la fois d'une association lidocaïne-corticoïde, et qui montre qu'en fait, eh ben, quelques semaines après, vous avez le même niveau de douleur. Donc en fait, l'injection en elle-même est peut-être déjà intéressante. Ce qui est intéressant aussi sur la diapositive, c'est en fait ce concept du syndrome myofascial qui est vraiment une douleur musculaire primitive. C'est vraiment dans le muscle qu'on a mal. On a tous eu des fois mal là dans le trapèze où on se dit on a un petit point qui fait très mal puis ça irradie un peu partout. C'est l'image que vous avez sur la gauche là, du trapèze. C'est ça le syndrome myofascial. C'est quelqu'un qui vous dit j'ai pas une grande barre dans le dos mais j'ai vraiment sur la partie latérale du dos un endroit où j'ai vraiment mal et à partir de là j'ai l'impression que ça diffuse. Et c'est aussi l'image que vous avez sur la droite avec ces petits fuseaux musculaires là, sur les fibres musculaires. Et sous échographie, effectivement, ces petits fuseaux, bah, c'est peut-être ce qu'on retrouve avec des petites zones hypoéchogènes. Donc là encore, comment on fait? Pas toujours, tu as raison, même quasiment jamais, rarement. Et quand on en trouve un, on est super content. Sauf que moi, quand j'ai des collègues qui en le trouvent, ils font même pas de photos, ils font même pas de films. Ils sont nuls, mes collègues. En tout cas, voilà où on en est. Donc en gros, là, c'est là où tu vas nous aider maintenant. C'est que, franchement, si tu as été le premier à les voir et à savoir qu'ils existaient, ces lombalgies communes, probablement parce que tu en as eu une. Maintenant, quel bloc on fait, où on injecte, comment on fait, qu'est-ce qu'on injecte, c'est ça qui est important. Et vous verrez que si vous vous y mettez, si vous mettez en place ce parcours, eh ben, vous aurez ces choses-là. Vous aurez ces retours d'expérience. Nous, c'est des patients qui renvoient des petits messages. On a un médecin du sport qui est super, Victoria, qui envoie plein de malades. Et puis après, elle leur envoie un petit message et les patients renvoient des messages. Et quand on lit les 3 messages, c'est pas juste c'est super. C'est qu'on a 3 points hyper importants. Il y en a un, c'est j'ai eu encore mal le soir et c'est après, enfin j'avais eu encore mal au début et c'est après que ça allait mieux. C'est savoir que c'est pas du on-off. Il reste un petit truc. L'autre, c'est après j'ai pu retravailler. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on remet les patients dans un cercle professionnel. Et la dernière, c'est que j'ai été étonné parce que c'était fait au bloc opératoire. Et ça aussi, je pense que c'est important, c'est qu'il faut que ça reste dans un cadre médicalisé. Je ne pense pas, ou il faudra voir avec Olivier, qu'on puisse se mettre à faire ça un petit peu n'importe quoi et jouer aux fléchettes un peu n'importe comment. Dernier élément, et c'est le titre d'un article de RAPM, c'est vraiment le limbago, c'est t'envoies un de bloc, t'en fais un, t'en apprends un parce que tu connais un peu, puis un jour t'en as un parce que t'as vraiment un limbago et vraiment tu commences à avoir la larmichette et dire qu'il faut que tu y passes, même si au départ t'as pas très envie. Donc c'est vraiment la vie d'un limbago, c'est see one, do one, teach one, have one. Et je laisse maintenant la parole à Olivier qui va revenir sur ces notions d'anatomie et même sur le au-delà où on peut aller avec ces connaissances-là parce que c'est aussi l'entrée dans la douleur intermédiaire, je trouve que c'est ce limbago. À toi Olivier. Merveilleux. Non, pas merveilleux, ça fait plaisir. Introduction, j'ai presque pas envie de prendre la suite. On va peut-être vous amener pas loin de 19h quand même dans cette histoire.
Un peu de publicité en introduction. Vous allez voir apparaître dans les semaines qui viennent et pouvoir vous inscrire non seulement au congrès de la Farcotte, où on pourra revoir ça aux ateliers le troisième jour, mais aussi il y aura des super animations comme tous les ans et des surprises. Je te promets que ça va payer, hein. Franchement, ça va payer. Le dîner de gala, je pense que ça va être quelque chose. On aura mal au dos. Je pense que ça va être quelque chose. Oui, mais on n'aura pas mal au dos pour les mêmes raisons. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt, bien sûr. Et puis, en fait, j'ai pas inventé. Je me suis rendu compte après. Je me suis mis à faire des infiltrations. J'infiltre jamais un sportif de haut niveau avant un marathon, par exemple, hein. C'est vraiment, c'est pas pour casser le malade derrière. Et je leur dis toujours, quand je fais les infiltrations, ne faites pas d'efforts violents juste après, parce qu'on a mis des anesthésiques locaux et qu'ils auraient aucun rétrocontrôle après sur ce qui se passe. Mais en fait, c'est venu tout spontanément. Je me suis dit, mais pourquoi pas appliquer les techniques d'anesthésie, ce que tu m'as dit tout à l'heure, exactement la même chose, pour des douleurs aiguës. Autant, pas pour les douleurs chroniques. Et donc, en faisant un peu la littérature, je me suis rendu compte que cette dame, Jeannette Travell, c'est elle qui avait tout écrit il y a maintenant bien longtemps, puisque cette dame, qui a arrêté son activité dans les années 90, c'était le médecin de ce monsieur que vous connaissez tous, de JFK. Et en fait, JFK non seulement faisait de beaux discours, mais il avait de nombreuses maîtresses, vous le savez, et elle l'infiltrait avant chaque discours et avant chaque rapport sexuel. Comme Nadal. Voilà. Et donc, avant qu'il soit opéré par les chirurgiens, et après ça a été beaucoup moins bien, mais donc elle l'infiltrait avec quoi? Avec de la novocaïne. Et elle faisait des infiltrations intramusculaires à l'aveugle de procaïne. Non seulement pour le dos de JFK, mais elle a écrit le petit livre bleu et le petit livre rouge sur les trigger points et sur les infiltrations à l'aveugle, elle, au niveau de l'épaule, au niveau de différents trigger points, c'est elle qui a décrit ça et qui l'a popularisé. Alors, ce n'est pas un traitement de la douleur chronique, ce n'est pas un traitement de douleur chronique. Vous pouvez l'utiliser à visée diagnostique, mais n'espérez pas promettre à un douleur chronique de le ramener spontanément avec une injection dans la zone du dos où il a mal vers un meilleur confort. C'est vraiment le traitement de la poussée aiguë, hein. Les douleurs chroniques, c'est pas ma tasse de thé. L'échographie a révolutionné ces infiltrations. Ça a complètement révolutionné parce qu'on voit surtout où on injecte. Alors tu me demandes où on injecte. Ouais. Mais n'importe où dans le fascia thoracolombaire, n'importe où. J'ai tout testé. Donc j'en ai mis sur les lames, j'en ai mis à mon avis, du moment qu'on met du volume, qu'on injecte un liquide, je dirais. Et nous, comme on est anesthésiste, on va injecter de la ropivacaïne ou de la bupivacaïne. On va l'injecter parce qu'on a un effet anesthésique local. On a un effet probablement anti-inflammatoire des anesthésiques locaux. On va endormir les nerfs qui innervent les muscles. Et donc, quand vous allez mettre au niveau thoracique, au niveau lombaire, on va mettre 20 ml par côté. C'est à peu près ce que je vais injecter. 20 ml par côté. Environ 5 à 10 ml au niveau d'un trigger point au niveau thoracique, dorsal. Et au niveau cervical, environ 5 ml. Et je rajoute de la dexaméthasone pour l'effet anti-inflammatoire prolongé. Et le plus important, c'est d'injecter au niveau d'un fascia, dans lequel vous savez que cheminent les nerfs qui correspondent aux muscles où se trouve la douleur. Je ne cherche pas à faire une injection intramusculaire. Je ne cherche pas à avoir la tote band, donc la contracture. Parfois je la vois, parfois je vois une structure anormale. Ça peut être une zone hypoéchogène. La semaine dernière, j'avais une douleur intercostale chez un interne de chirurgie plastique. Je fais mon échographie, je regarde ces muscles intercostaux et il y avait une petite collection. Peut-être qu'il avait fait un petit claquage musculaire. Donc, je n'ai pas infiltré dans la collection, j'ai infiltré en surface. Mais évidemment, à chaque fois que je prends en charge un patient, il y a la moitié à peu près qui viennent spontanément et la moitié qui viennent par les urgences. Il y a un examen, une interrogatoire et un examen médical. Dans ce cas-là, on n'est pas un anesthésiste, on a un médecin qui prend en charge une douleur aiguë. Et donc, vous allez regarder dans quel territoire se trouve la douleur, demander au patient de décrire sa douleur et ça va correspondre à un niveau et on va aller bloquer les rameaux postérieurs des nerfs spinaux. Donc pour moi, si vous avez cette magnifique image du pâturet, je ne vais pas aller chercher le rameau antérieur si c'est au niveau lombaire parce que je vais créer un bloc lombaire.
Donc je ne vais pas aller dans le psoas, je vais aller en arrière, je ne vais pas aller vers le rachis. Donc je vais me mettre sur le processus articulaire de la vertèbre. Hein, donc vous voyez les 3 rameaux, la médiale branche, le rameau latéral, le rameau interne médial, et puis le rameau externe, qui vont participer à l'innervation des muscles des gouttières vertébrales, et qui vont innerver l'os où s'insèrent les muscles, et les ligaments où s'insèrent les muscles. Donc ce qu'on cherche, c'est à injecter dans le fascia, à proximité du processus costiforme, du processus transverse de la vertèbre, et de ne surtout pas aller en avant, parce que sinon vous risquez, ni en dedans, parce que vous risquez de faire une péridurale, une rachianesthésie totale. Donc c'est vraiment une infiltration dans les gouttières vertébrales. C'est tout ce qu'on cherche à faire pour, à ce niveau-là. Et l'anesthésique locale va être limitée par le fascio-thoracolombaire. Quand vous commencez à injecter, les patients ressentent une gêne, une pression importante. Et le soulagement commence quasiment immédiatement. Donc ce n'est pas seulement un effet de l'anesthésique locale. Alors j'interroge les patients, on vérifie qu'ils ne prennent pas anticoagulants, vous n'avez pas d'allergie, le caractère de la douleur, l'absence de fièvre, de signes qui pourraient orienter vers autre chose qu'une lombalgie commune. Et après on les rassure et on fait un accompagnement, ça peut être de la communication hypnotique, si tu peux appeler ça comme ça, surtout les rassurer. Moi je leur dis qu'un dos c'est solide, qu'on ne le casse pas, on ne fait pas d'imagerie, on ne touche pas la colonne vertébrale, on va juste endormir les nerfs du dos pour les soulager et leur réapprendre à bouger, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et l'innervation de ces rameaux au sein des gouttières vertébrales est extrêmement importante. Hein. Ça innerve toute la partie postérieure. C'est pour ça que ça marche dans la chirurgie du rachis postérieur, parce que tu vas anesthésier l'endroit où travaille le chirurgien. Et donc ça explique l'efficacité. Je leur demande, je ne les mets pas sur le ventre forcément. Il y en a qui se mettent spontanément sur le ventre, il y en a qui arrivent en brancard, hein. Qui arrivent à 4 pattes, quoi, en fauteuil roulant, j'en ai eu en fauteuil roulant. Les pompiers qui m'en ont ramené directement à mon bureau, les pompiers arrivent dans le bureau, parce qu'ils connaissent les pompiers, les urgentistes, donc ils me les ramènent dans le bureau, et donc on va préparer, pendant le temps que je prépare mes anesthésiques locaux que j'ai été chercher au bloc, je cote pas, hein, c'est la cotation aux urgences, moi je fais pas de cotation, surtout en privé, je leur explique ce que je vais faire, je les prépare et je leur demande de montrer du bout du doigt, je palpe pas, il n'y a plus de palpation, l'endroit où ils ont mal. Et parfois on voit la contracture, on voit le rachis qui est contracturé, et je vais aller ponctionner au centre de la zone douloureuse. Je leur demande si c'est une ou bilatérale, et je commence toujours par le côté où c'est apparu. On ne provoque pas la douleur, je vous l'ai dit. Et puis je vais essayer de chercher le fascia en arrière du processus articulaire de la vertèbre. On se met en longitudinal, en transversal. Toi, j'ai vu que tu fais plutôt du transversal. Ben, moi, je montrerai en longitudinal. Et puis, si je vois, parfois, je vois le rameau postérieur. Et dans ce cas-là, je vais aller, pas taper dedans, mais je vais me mettre à l'endroit où je vois. Et puis, je vérifie alors, je ne mets pas de voie veineuse. Je ne fais pas de consultation anesthésie parce que c'est de l'analgésie. Mais je vais mettre, si c'est un patient qui est aux urgences, je vais mettre un petit mot dans le dossier du patient. Et puis après, les patients privés, bien sûr, je ne fais pas d'observation médicale. Plan par plan, on passe la peau, souvent ils ont une petite réaction, et dans ce cas-là, je mets 1 millilitre en sous-cutané, puis je passe le fascia thoracolombaire, je mets 1 millilitre sous le fascia thoracolombaire, puis après je vais me positionner d'un coup sec en calculant la profondeur pour pas taper dans l'os. J'essaye pas de taper dans l'os parce que ça crée une douleur inutile, et là je vais injecter tout doucement ma ropivacaïne 0,33 ou ma bupivacaïne ou L-bupivacaïne 0,5. Je mets pas de voie veineuse. Les hommes, je les allonge tous. Les femmes, je peux les faire en position assise. Les hommes, ils font des réactions vagales. Et donc, j'ai tendance à les allonger. Souvent, j'aime bien les mettre sur le côté, 1 ou 2 côtés. Alors, 5 à 10 ml si c'est une infiltration au niveau des rhomboïdes, par exemple. Et au niveau cervical, jamais plus de 5 ml parce que vous pouvez faire un bloc du plexus brachial. Hein. Avec 20 ml, vous pouvez avoir un magnifique bloc plexique puisque c'était décrit la voie postérieure. Dès que c'est fini, je leur dis, mais ça va mieux là, vous avez moins mal. En fait, je leur fais du conditionnement positif. Allez, levez-vous, marche, lève-toi et marche. Et on teste. Donc voilà un patient c'est une image qui est prise sur Internet, peu importe. Mais le patient se met spontanément sur le ventre et puis on va infiltrer dans le fascia en regard du niveau douloureux. Donc ça, c'était une secrétaire de direction. À l'époque, je faisais dans le plan, maintenant je suis hors du plan. Donc vous allez voir l'aiguille arriver par le haut, sur l'image à la partie droite de l'image. Et puis on va infiltrer plan par plan les érecteurs du rachis. Donc là, à cet endroit-là, c'est le multifidus. Hein, c'est essentiellement lui qui vient se coller sur le sacrum. Ça m'est arrivé de les faire vraiment dans le triangle en bas au niveau sacré quand c'est plutôt les rameaux postérieurs de S1. Si vous avez le patient qui a mal sous le pied
qui n'arrive pas à bouger le pied ou qui vous décrit des fourmis, il faut peut-être appeler votre copain radiologue et dire de faire une IRM dans ce cas-là. C'est vraiment le traitement de la lombalgie. Ce n'est pas la prise en charge de la lombosciatalgie. Si vous avez une sciatalgie, vous allez soulager la lombalgie, mais on va garder la sciatalgie. Donc là, vous voyez qu'à l'époque, je tricotais un peu, je m'amusais à infiltrer à plusieurs endroits. Maintenant, j'ai tendance à infiltrer qu'à une zone. Je reste presque toujours au même endroit. Donc c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. J'ai commencé par faire du lumbago et puis les gens viennent me voir pour d'autres choses. Donc encore une fois, je vous dis, je ne fais pas le sportif pour l'amener, je ne fais pas Nadal. C'est pas mon métier, ça c'est les médecins du sport, je les laisse infiltrer. Moi c'est pas mon truc. Quand je vois un hématome, un claquage, ils me demandent parfois de regarder. Donc ouais, j'ai mal, regarde, je viens de courir mon semi-marathon et je regarde les jumeaux et je vois un hématome dedans. Je dis bah, va voir mon copain médecin du sport et puis arrête-toi pendant quelques semaines de courir, le temps que ça se résorbe avant de tout casser. Je vous raconte des vraies histoires, technicien informatique qui venait me faire les visios. Il y avait eu un coup du lapin, difficile à la maison, difficile au travail, il n'arrivait pas à dormir, vraiment la céphalée en casque. Je lui ai fait un Arnold, une infiltration, instantanément. Et pendant plusieurs semaines, il y a eu encore des petites douleurs, c'est jamais revenu au seuil après une infiltration. C'est presque magique, quoi. Tu comprends pas trop comment ça marche, hein, quand ça marche aussi bien. Donc là, c'est l'image anatomique. Toi, tu les fais un peu plus haut, on va regarder. Moi, je le fais un peu plus bas, dans le triangle dont j'ai oublié le nom, vers le bas. L'idée, c'est d'aller jamais sur le rachis. Là, vous allez encore une fois jamais dans le plan profond. Donc moi, je dis, c'est comme un tab-bloc. Quand vous voyez 3 couches musculaires et un fascia, vous allez infiltrer dans ce fascia. De toute façon, c'est une gaine commune. L'anesthésique locale va diffuser au nerf d'Arnold et dans la zone. C'est quand même pas quelque chose qui est très anatomique. Hein. Donc les images sont très belles, mais vous allez voir chez notre mannequin que c'est plus difficile. Ça, c'est Valérie, c'est une copine. Elle arrive au boulot, elle me dit, elle a des douleurs dans les trapèzes que tu décrivais là. Elle ne pouvait rien faire. Donc en fait, j'avais une IAT qui était assise par terre, qui ne pouvait pas travailler. Je ne pouvais pas laisser ça, quoi. Donc j'avais des réunions en plus, donc c'était impossible. Donc je lui ai fait infiltration 10 ml de chaque côté. Je lui ai demandé si c'était superficiel, sous les 2 trapèzes, un petit peu en dedans. Je cherche le plan neurovasculaire. Si je vois un peu de substance au niveau du trapèze, en regard de la zone douloureuse, j'ai infiltré les 2 côtés, c'est remis au travail. Ça n'a pas guéri sa colopathie. Et donc c'est ce qu'on a. Hein. Vous avez les images là, en bas à droite, vous avez la diffusion. Qu'on peut avoir à gauche quand on est très médial au niveau des lames ou des processus articulaires et à droite quand on est au niveau des côtes avec une diffusion dans l'espace décrit par Latarjet. Encore une fois, c'est pas Chin-Chin et compagnie qui ont inventé ça, ni Forero. Hein. Ça a été décrit par Latarjet dans les années 50 hein, et par Jeannette Travel dans les années 50. Celle-là est très belle. C'est Cécilia, peut-être qu'elle est derrière son écran en train de nous regarder. Elle était enceinte et elle vient me voir, elle me dit Olivier, la première grossesse, on m'a diagnostiqué un syndrome de Cyriax. Elle a vu tous les médecins de l'hôpital et il y en a un qui lui dit mais ça c'est un sleeping ring. En fait elle fait du rugby et donc elle s'est probablement pété un cartilage avec c'est les syndromes canalaires, hein, c'est le nerf intercostal à la partie antérieure, le rameau antérieur, quand il revient pour innerver l'espace parasternal qui est coincé par le cal sur la fracture du cartilage costal. Et donc, il a fallu 4 injections pour que j'arrive à trouver la zone gâchette. Je n'osais pas parce que je voyais son cœur battre en dessous, tu vois. Je voyais sa plèvre, je voyais son cœur, donc je n'osais pas aller en profondeur. Et la 4e fois, elle me dit tiens, Olive, tiens, injecte. Donc j'ai injecté, je lui ai mis ses corticoïdes, et après, ça disparaît après la grossesse. Hein. Donc voilà l'image de son injection. Vous avez la 7e, la 8e côte et la diffusion. Et en dessous, vous voyez la plèvre et son péricarde. Extrêmement magnifique. Ça, c'est Oriane. Oriane est enceinte de son 3e. Et elle vient me voir, elle me dit « Je ne peux plus dormir, Olivier, j'ai la superbe douleur sur le côté de la fesse. » Donc c'est une méralgie paresthésique. Hein. Pendant la grossesse, les ligaments se ramollissent pour permettre le passage de la tête. Mais il n'y a pas que les ligaments du périnée qui se ramollissent, les ligaments aussi du pelvis et donc du fascia iliaca, le ligament inguinal. Donc elle avait un magnifique, regardez l'image, regardez en haut à droite, vous allez voir un 2 ronds noirs qui passent au-dessus de l'épiniaque antéro-supérieur. C'est son
nerf cutané latéral de la cuisse. Alors, ce n'est pas à mettre en toutes les mains. Si vous vous mettez à hydrodisséquer des syndromes canalaires, c'est publié aussi dans les syndromes du canal carpien, ça marche très très bien, mais il ne faut pas être destructeur, il faut y aller super mollo. Vous n'avez pas le droit de taper là-dedans, parce que votre nerf, il est enfermé dans le ligament, et donc il faut tout doucement, là vous avez la fin de l'injection où je libère le nerf, hein, vous avez une ouverture, mais il ne faut surtout pas aller abîmer le fascicule qui mesure 1 mm. Donc faites ça avec des échographes, là c'est un logique à suite. Il faut vraiment, si vous ne voyez rien, vous n'allez pas, comme dans les névromes, on ne va pas taper dans un névrome si on ne voit pas ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous faites si vous êtes vraiment à l'aise avec le repérage des nerfs. Suivre les nerfs, ça s'apprend. Moi, c'est les radiologues qui m'ont appris à le faire. On le fait en échographie bloc axillaire, on fait du nerf médian. Mais là, on est sur des petits nerfs d'1 millimètre, c'est beaucoup plus difficile. Une autre histoire qui est à la marge de ce que... Mais je voulais vous montrer différentes possibilités de l'anesthésiste. C'est un homme qui était plus jeune que moi, avec une carcinose péritonéale, et c'est les soins palliatifs qui m'appellent, et ils me disent, le monsieur dort, il a des enfants en bas âge, il ne peut pas recevoir ses enfants. Il était conscient, ce monsieur. Et il avait quelques semaines d'espérance de vie, alors j'en fais 2 ou 3 par an. Et là, je lui ai fait un QLB1, un tape postérieur bilatéral. À la fin de l'injection, il s'est endormi, c'est le repos compensateur. Je le réveille, je le garde un petit peu parce qu'il prenait des doses colossales de morphine, j'avais peur qu'il fasse une bradypnée quand j'ai supprimé le signal douloureux. Je le garde un peu au réveil, il se réveille et il me dit « Mais docteur, mais vous êtes magicien !» Il a dit au revoir à ses enfants, il est décédé 3 ou 4 jours plus tard. Mais bon, c'est notre job ça, c'est notre job. Donc voilà, on lui avait fait cette petite injection au niveau... et là, on est pas au niveau du plexus lombaire, mais de L1. Voilà, donc ça permet de passer des caps. Vous allez rendre beaucoup de services à des gens. C'est décevant, douleur chronique, j'en ai fait, avec des surprises, même des patients qui disent « Non mais là, j'ai plus mal, mais j'ai encore mal derrière. J'ai encore mal là-haut. Ça remonte encore dans la tête. » Donc si les gens ne veulent pas guérir, vous allez avoir du mal. Ça vous ouvre des horizons énormes d'anatomie. Il m'arrive d'aller dans le livre d'anatomie, de ressortir le bouquin d'anatomie, et puis il y a les variations anatomiques, donc c'est pas du tout facile. Je ne cherche pas les muscles, je ne cherche pas les nerfs, je cherche les fascias. Et donc c'est une découverte du corps humain, de quelque chose, de tissu conjonctif en fait. C'est un travail sur le tissu conjonctif. On se régale, ce n'est pas de l'anesthésie, c'est de la douleur aiguë, et il n'y a pas de data comme tu l'as dit, et on ne sait toujours pas comment ça marche dans le détail. On attaque notre... On va commencer à attaquer. En tout cas, il y a un truc qui est vachement intéressant qui vous a montré là, c'est qu'il a montré plein de cas cliniques différents. Et ce qui est intéressant avec ces cas cliniques, c'est que de rentrer par cette voie simple qui est le SOS lumbago, c'est rentrer dans de la douleur aiguë, comme tu dis. Et c'est qu'après, on a plein de gens qui viennent pour d'autres douleurs parce qu'on se rend compte que ça marche. Comme tu dis, on ne sait pas comment ça marche. Mais en tout cas, cette prise en charge globale dans ce parcours du douloureux aigu, elle est vachement bien. Donc si ça intéresse, allez-y. Et comme le dit aussi de manière très intéressante Olivier, c'est quand on y va, mais on a son bouquin d'anat à côté de soi. Souvent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder ce qu'on fait pour savoir ce qu'on peut proposer, c'est le plus important. Le Siriex, j'y suis retourné plusieurs fois. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant et hyper important. Et puis ça change notre pratique, ça nous remet en avant sur d'autres pratiques. Donc on va aller par là-bas. À toi l'honneur. Ouais, je peux commencer, je retire mes lunettes, sinon je ne vois plus rien. Donc nous déjà, je ne sais pas si on va voir que mes mains, mais là vous avez un patient qui est arrivé, qui est déjà allongé. Moi c'est la façon dont je travaille. Alors Olivier lui disait qu'il mettait les patients sur le côté. Alors nous on les met sur position antalgique. Alors nous on les met sur le ventre, qui n'est pas forcément la position antalgique quand ils arrivent. Parce que quand on les voit arriver pour se mettre sur le ventre, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est un truc où on a l'impression que le gars il se mettra jamais sur le ventre, tellement il ne peut pas s'allonger. Et ce qui est intéressant, c'est exactement ce que disait Olivier aussi, c'est le délai d'action de ces blocs, c'est que quand vous avez terminé d'injecter, vous leur demandez de se lever, ils n'ont pas du tout la même procédure de lever du lit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'allonger et tout d'un coup, ils se redressent de manière très facile. Donc ce que l'on fait, nous, la première chose qu'on fait, c'est ce que je vais demander à ce jeune homme, c'est on leur demande où ils ont bobo. Donc avec leurs petites mains, hop, on leur demande de nous montrer et ils nous montrent exactement, c'est ce que disait Olivier, là où ils ont mal. Ça, c'est la première chose qu'on fait à chaque fois. Et la deuxième chose, on va tracer la zone à peu près ou le niveau qui est un peu douloureux pour s'assurer, là encore, comme il vous le dit, d'aller au bon endroit. Deuxième chose, on leur demande, et ça aussi c'est ce qu'il vous disait, s'ils ont plus mal d'un côté ou d'un autre. Parce que parfois il nous arrive de faire qu'un bloc
unilatérale et pas forcément bilatérale si vous avez des patients qui ont mal, surtout d'un côté. Là encore, il vous le disait, c'est pas de la LR, c'est de la douleur aiguë. Ce qu'on traite, c'est de la douleur. On ne veut pas essayer de bloquer une région, on veut vraiment essayer de limiter ou de réduire l'intensité douloureuse d'un niveau. Donc, on a demandé le côté. On a demandé le côté le plus douloureux, on a mis le niveau et puis après on y va avec dans cette région lombaire une sonde abdominale, enfin une sonde convexe. Et on va essayer de voir, ah ben voilà j'y suis, pardon je regardais là-bas alors que c'est là. Et on va essayer de retrouver, ouais là moi ça sortira pas très beaucoup mais c'est pas grave. Et ce qu'on va retrouver donc au niveau de la zone douloureuse, alors là aussi on n'axe jamais dans la pratique que l'on a, on s'axe jamais sur la partie centrale du rachis à essayer de trouver son épineuse, comme disait Olivier, de la même manière où on ne cherche pas à essayer de retrouver nos repères osseux, nos facettes, nos lames, c'est pas ce qui est intéressant. À chaque fois on va se mettre du côté, donc là on va estimer que c'est de ce côté-là que le patient a mal, on va essayer de se mettre du côté qui nous intéresse et nous, moi il y a un truc que j'aime bien et vous parlez de fascia, on a très bien ici dans la zone musculaire, et bien déjà un fascia dans lequel on peut descendre. Et on travaille nous de manière transversale comme ça, et effectivement ce qu'on va essayer de faire souvent, c'est qu'on va voir ici nos structures musculaires, donc les muscles paraspinaux que je vous ai dessinés en très gros, et on a parfois des fascias ou des zones dans lesquelles on va pouvoir descendre comme ici, et on va aller se mettre. Alors c'est toujours difficile de savoir si on va vers du rétrolamaire, où est-ce qu'on va aller, là encore, c'est ce que décrivait Olivier, c'est pas important, ce qu'il faut c'est retrouver la zone musculaire, retrouver des zones et pas avoir de splash musculaire, mais essayer d'avoir de la distribution, parce que dans l'image qu'il vous montrait, c'est vraiment ces rameaux dorsaux qui vont venir ici, hop, je remets ma petite machinette, elle est là, qui vont venir comme ça, normalement, se lâcher dans les zones de fascia. Donc nous, on n'a pas, là, il va vous montrer sa pratique longitudinale, nous on se met vraiment transversal, donc côté qui fait mal, l'aropie 0,2 avec de la dexaméthasone. La dexaméthasone, j'en mettais 4, mais comme Olivier m'a dit qu'il fallait augmenter, j'ai augmenté les doses. Je fais tout comme quand il me dit. et voilà. Et tu peux montrer juste la transverse. Alors, faut pas les trop la transverse, voilà. Alors attends, on va se mettre plus, il faudra plus de profondeur, je pense, parce que je vais rester sur le bas du rachis. Et c'est très très bas. Donc la transverse, ce serait très très bas. Là, c'est un petit peu trop quand même. Là, je vois regarde, on voit ma main qui est sous le patient. Voilà. Non, mais même là, on est encore. Attends, je vais juste. Là, on va voir les facettes et la transverse, elle va être. Là, je vais te mettre 10 de profondeur. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien. Non, mais là, c'est vachement bien parce qu'on voit bien les muscles paraspinaux qui font vraiment tout rond, tout long. Donc, voilà, on est un peu long, mais. Donc là, on va voir vraiment tous les muscles paraspinaux. Et quand tu donnais l'idée des fascias, où est-ce qu'il est mon machinou? Quand tu donnais là qu'on a vraiment bien les muscles paraspinaux qui sont, attends je vais mettre là, qui sont bing 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 bing. Et donc là où vous dit Olivier, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller injecter par ici quoi. Parce que là dans ce cas-là, on va se retrouver avec quelqu'un qui marche plus, ça c'est sûr. On va se retrouver avec un bloc plexique. Donc nous on reste plutôt et on reste comme ça assez superficiel aussi pour une raison. On n'a jamais eu de bloc de diffusion soit péridurale, soit non plus, jamais. Sur un lumbago. En revanche, on en a eu sur de la chirurgie du rachis. Ah, oui. Et sur de la reprise de chirurgie du rachis. Alors, les chirurgiens nous ont dit que sur la reprise, probablement, parce que comme c'était une reprise, on avait probablement des modifications anatomiques qui fait que ça pouvait avoir diffusé. On ne sait rien. Peut-être qu'on était allé un petit peu trop près et qu'on avait eu la péridurale, probablement. Mais c'est vrai que quand on a un petit peu de tapage en post-opératoire, le chirurgien n'est pas content. Il n'y avait rien et effectivement, c'est revenu le lendemain matin. Et depuis, on est revenu peut-être un peu plus frileux et on reste, on va se retrouver une belle épineuse, on va se rétrer. Il y avait une équipe russe qui avait montré. Sur la lame. Quand ils étaient vraiment sur le périoste, ils avaient un passage antérieur, tu vois. Donc si tu es très près de l'os, moi je reste toujours un petit peu en arrière. Nous aussi on se reste en avant. En revanche, ce qu'on fait pas trop, c'est qu'on a, pourtant certains font ça et on pourrait aller se dire, on va aller se mettre un petit peu là entre deux facettes si on les trouve, mettre quelques CC. Pour le moment, on n'y va pas trop là encore, de peur que, comme dit Olivier, les gens ils viennent, exactement, ces patients ils viennent, pourquoi? Ils ont mal au dos. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'on les débloque. Donc nous, on essaie d'avoir une image, comme je vous le redisais, simple, c'est il nous montre où c'est, le côté le plus important, on a un stylo quand on fait nos blocs, on se met juste en regard de là où ils ont bobo, on va rechercher des belles zones osseuses, et puis on va redescendre, là on a un petit fascia. Il vous donnait des noms tout à l'heure, longissimus, multifidus, tous ces machins-là qui se terminent en us, et ben on va se mettre entre ces structures musculaires. Nous, c'est comme ça qu'on procède. Tu peux montrer aussi qu'il ne faut pas aller là en dedans. Tu vois, hein, on voit du blanc, c'est là on voit du blanc, foramen, c'est pas bon, là on voit du blanc, effectivement, on va arriver dans les facettes et on va pouvoir rentrer quasiment... Il faut surtout pas
aller se mettre. Moi, je vois pas la flèche parce que je suis sur le côté. Ben, la Mais qu'il y a flèche, du faut que tu blanc appuies qui dessus. Moi, passe, je la vois pas non plus. En fait, faut que tu appuies dessus. Voilà, là. Non, je l'ai pas Non, la je sais flèche. plus, on l'a perdu. Tu me l'as retirée. Ouais, excuse-moi. En tout cas, effectivement, là, on va avoir des trous et puis il va falloir aller dedans, descendre, il y en bim, aura bim, chez bim, par là, il va pas falloir y Jamais, aller. jamais, Parce que jamais. là, vous allez être un petit peu embêté. Là, ça avait pu marcher beaucoup. Ouais. Voilà. Donc voilà comment on le fait là. Je vais aller un petit peu plus haut. Il nous est arrivé, et Olivier vous en parlait, et après comme ça il pourra vous montrer ces approches un petit peu différentes, mais qui ont le même objectif et qui ont effectivement la même efficacité. Je pense que c'est juste une question de sensibilité. On a eu une fois un patient qui est arrivé avec ces douleurs dont il parlait, ces douleurs dont il parlait qui étaient des douleurs. Alors là encore, on travaille de la même manière. Tu veux quoi? Comment? Non, mais on s'en fiche. C'était la même chose. Non, mais on s'en fiche, c'est simplement pour dire que, là encore, ce qu'on a cherché, c'est ce que tu dis, c'est qu'on ne recherche pas les mêmes rapports anatomiques que l'on cherche quand on fait de l'anatomie. On ne va pas chercher une belle épineuse, des transverses, savoir où on va se mettre, ou même pour aller faire un paravertébral ou tout ce que vous voulez. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est vraiment très musculaire. Et nous, ce qu'on avait découvert sur un patient qui avait vraiment cette douleur du trapèze dont je vous parlais, qui gêne vraiment, qui est le point qu'on a, le patient il dit j'ai comme si j'avais pas un poignard, mais une zone très dense dans le muscle qui fait mal. Et on avait retrouvé, alors malheureusement, et on était avec Cyril Kemener quand on l'a fait, lui nous avait été adressé par une filière de douleurs chroniques. Il avait mal, on avait testé d'abord des médicaments, ça passait pas, et c'est dans un deuxième temps qu'on l'a fait venir en fait ce patient en disant qu'on pouvait peut-être essayer un bloc pour que ce soit mieux. Et on avait dans ces structures musculaires les lentilles dont on vous a parlé. Donc on avait comme ici une sorte de lentille, et c'est cette lentille-là, là encore près d'un fascia, comme il vous l'a dit, qu'on est allé chercher à infiltrer. Et ce patient, il n'a plus mal du tout. Il avait une irradiation vers son épaule, il avait un petit peu d'irradiation, mais pas trop vers son rachis cervical. Mais d'un point, il avait une grosse irradiation avec ce gros point dans le trapèze. Donc là encore, comme vous le dit Olivier, chez ces patients, ce qu'il faut faire surtout, c'est du gros repérage musculaire, quoi. Si on s'amuse à regarder, on voit des traits, on voit des fascias. Voilà, des fois, sous ta flèche, tu as une et on est magnifique, exactement épaississement du fascia, exactement. donc tu as des structures vasculo-nerveuses qui Où passent. on peut aller. Et c'est ces choses-là, comme il vous dit de manière très pertinente, qu'il faut aller chercher. C'est dans ces endroits-là qu'on va chercher à infiltrer. Si vous infiltrez en intramusculaire, vous allez avoir des gros qui donnent rien, qui diffusent pas, qui sont très localisés. Comme on n'est pas certain que le point rechercher vraiment à l'aplomb de notre aiguille, comme il vous dit, le mieux, c'est vraiment d'aller rechercher ces éléments-là. Nous, même sur la partie de la chirurgie de la lombalgie, pardon, parfois même on essaye d'aller un petit peu entre le fascia antérieur et postérieur, parce que parfois peut-être là, les clunéos sortent. Quand les gens ont mal à la fesse, sorte de truc tronqué, et ben là on se met au bout de nos érecteurs, pardon, au bout des érecteurs pour essayer d'avoir, alors il faudrait que je regarde un petit peu mieux, mais pour effectivement faire comme une sorte de QLB loupé, quoi. C'est-à-dire qu'on se met au bout des érecteurs et puis on va essayer d'avoir une distribution QLB loupé. Là, on a un fascia qui devrait continuer par ici, tiens, blablabla. Et on essaye parfois d'en mettre un petit peu. On n'a pas assez d'expérience parce que on rappelle les patients à chaque fois, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des cordes de patients monumentales pour se dire on fait pas, quoi. C'est ça qui est difficile. C'est qu'on essaye à chaque fois de maximiser ce qu'on va pouvoir leur proposer. Mais le message qu'on peut avoir, je vais laisser Olivier sur l'approche qu'il a, lui, longitudinale, c'est que l'idée qu'on a, c'est que, en tout cas, ces blocs que l'on réalise, je pense que tu auras besoin d'un peu plus de profondeur, Oui. ils sont efficaces. Et ça marche, et les patients, comme il vous le dit, sont très contents. C'est surtout les patients qui marchent. Ouais, c'est les patients, ils marchent après. Et puis surtout, pensez à vous, parce qu'un jour, vous en aurez besoin. Ouais. Donc développez-le pour vous, comme j'ai raconté à Olivier. Nous, souvent, avant les vacances, c'est marrant, on a tous les potos collègues qui viennent, qui se font infiltrer, parce que jusque-là, ça allait, et puis ça tire avant les vacances, donc on n'a pas envie de se retrouver bloqué, on se fait infiltrer, quoi. Alors, mon père, par exemple, lui, il a un cancer, il était ferrailleur, il y a ses vertèbres qui sont écrasées. Quand je vais le voir, je prends mes anesthésiques locaux, je prends ma Dexa, bon après je fais des choses que je ne vous dirai pas. Familial, c'est plus J'ai mon petit échographe portable. Merci, et ouais. J. Et ouais, je prends mon petit échographe portable, et puis il arrive, bon, cette fois-ci tu vas m'infiltrer, je vais tous les mois quand même. Hein. Et donc je lui fais l'épaule, Ouais. partie postérieure de l'épaule, et je lui fais intercostale, parce qu'il a des fractures de côte et il y a un nerf qui est pincé. Et bon, là c'est pas au niveau du rachis, je lui mets des corticoïdes de longue durée d'action. Je te coupe 30 secondes, Ouais. tu parlais du petit échographe portable. Le petit échographe portable dans ce C'est une cadre-là, merveille, c'est c'est une juste une merveille. Nous on le fait pour toute la chirurgie du rachis qu'on infiltre, et on le fait beaucoup aussi, pareil, dans la petite salle où on prend les patients en charge pour la lombalgie, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais commencer par vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas le droit de faire. Moi, je mets pas, nous, on met pas de voie veineuse, on est au bloc opératoire. On n'est pas, moi, je me mets ou au bloc opératoire, mais même pas au bloc opératoire, pas loin du bloc opératoire quand même.
Là, vous avez, je fais exprès de me positionner trop latéral. Et on a, en profondeur, vous avez le psoas. Si votre aiguille dépasse ce niveau-là, vous allez faire un bloc lombaire. Et votre patient, encore ici, vous êtes dans le péritoine, on est encore plus profond. Et donc, il faut toujours être en dedans. Voilà, quand vous voyez que c'est tout noir au fond, pour ça que moi j'aime bien mettre un peu de profondeur, là vous risquez pas grand chose. Et après, si vous êtes trop médian et trop interne, on voit son canal rachidien, et il y a du blanc au fond, vous avez un risque de péridurale et de rachianesthésie. Il ne faut pas prendre de risques. Et donc on va rester en surface. Hein, donc là je vais me diriger vers le bas, et je vais aller jusqu'au sacrum. Et donc moi je me mets en longitudinal parce que j'aime bien savoir où j'injecte en niveau. Si c'est plutôt du L5, si c'est plutôt au niveau de S1. Mais c'est juste pour le plaisir, quoi. Hein. Ça n'a pas d'intérêt en dehors de savoir si je vais faire plutôt du L5 ou du S1 ou du L4. Mais c'est la curiosité. Donc là je suis sur mon sacrum. Donc ma main, la main est au niveau L5, S1. Puis je vais remonter L4, L3, L2. L1, puis alors là, si je vais sur le côté, à un moment, je vais tomber sur, probablement, voilà, je vois son rein. Vous voyez, donc on peut faire de l'anatomie en même temps, ça ne sert à rien. Je fais pas ça. Alors quand ils se mettent sur le côté, je leur dis de regarder l'écran, ça me permet de détourner leur attention et je les focalise. Vous voyez, je dis, voyez, au fond, c'est votre colonne vertébrale, mais nous, on va juste injecter dans les muscles. Et puis, vous voyez, là, il y a un petit nerf. Voilà, la pointe, le carré vert, il est sur un petit nerf. Probablement, le rameau postérieur, il est là. Donc là, on a une superbe son de basse fréquence. Hein. Il est super écogène. Donc voilà, je vais plutôt aller viser l'endroit où je vois, mais je ne vais même pas jusqu'à l'os. Hein. Je ne vais même pas jusqu'à ce niveau-là. Je vais infiltrer dans cette petite bande où il y a la flèche verte. Alors, comme tu es en train d'injecter, j'ai une question, parce qu'on a plein de questions vachement intéressantes. C'est là, tu es en train d'injecter. Tu n'as pas de soulagement immédiat. Est-ce que tu continues à injecter quand même? Première question. Non, mais j'injecte sur 2 ou 3 minutes. Ouais. Immédiat, ça ne veut pas dire c'est pas non, off, hein, au bout de quelques minutes. À la fin de l'injection, on laisse le patient respirer, et puis on lui dit, lève-toi, allez, essaye de marcher, commencez à bouger. C'est divin. Voilà. Mais ils ont, alors je dis aux gens, vous voyez encore votre douleur, c'est comme quand on regarde le soleil et qu'on ferme les yeux. Quand on regarde le soleil et qu'on ferme les yeux, on voit le soleil les yeux fermés. La douleur, c'est pareil. Quand elle a duré depuis plusieurs heures, quand vous allez fermer les yeux, vous allez continuer à la voir. C'est une très belle image que j'utiliserai si ça ne te dérange pas. Et je dirais que c'est Olivier Choquet. Et l'autre chose, c'est que nous aussi, on a cette expérience-là, c'est que les patients ont toujours une sorte de fond un peu douloureux et qui s'en va au cours du temps. Une deuxième, quelles sont les contre-indications d'une infiltration lombaire? On vous l'a dit, c'était tous les petits drapeaux, quoi. Vous avez, ce qu'il faut, c'est que dans le parcours que vous allez mettre en place, c'est vraiment avoir ces drapeaux rouges qui vont être une alerte et qui vont nécessiter de l'imagerie ou une prise en charge particulière. Après, vous prenez quoi comme médicament? Xarelto? Oui. Ah bah, rentrez chez vous. Hein. Voilà. Après, là, ça, c'est une très, très, très belle question, je trouve. C'est quelles sont les alternatives thérapeutiques pour traiter le lumbago? Un bon manipulateur, un bon kiné. Ouais, mais il faut y aller chez le kiné. C'est que quand il est comme ça, quand tu es à 90 degrés, tu n'y vas pas parce que tu as peur. Donc en gros, l'alternative, si on a une, on n'aurait pas créé SOS Lumbago. Ouais. Donc, en tout cas, les médicaments ne marchent pas. Dans le temps, on faisait des intramusculaires. Les malades, ils avaient tellement mal quand on leur faisait l'intramusculaire. C'était comme le Nuba. Quand on faisait le Nuba, ils avaient tellement mal qu'après, ils disaient non, j'ai plus mal. Je ne veux plus qu'on me fasse le Nuba. Après, il y a un kiné. C'est super sympa d'avoir un kiné sur cette session qui nous pose une question qui est très intéressante parce que c'est de l'activité, effectivement, de la procédure de kiné. Alors nous, les kinés nous les envoient. Hein. Si jamais tu es sur Paris, moi, je les renvoie au kiné après. Exactement, nous, c'est pareil. On les prend, on vous renvoie, on joue au ping-pong avec les patients. Et la question, c'est l'efficacité du dry needling versus l'infiltration anesthésique. Il n'y a pas de data. Il n'y a pas de data, no blabla. Mais ouais, no data, no blabla, mais les trucs sur le dry needling, il y a quelques trucs qui sortent qui disent que c'est pas bon. Mais en fait, je pense que l'infiltration va créer l'hydrodissection participe au soulagement. Plus que pour le dry needling, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est de faire des petits mouvements d'aiguille. C'est comme l'acupuncture, quoi. C'est dry, sec. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection. Effectivement, moi sur les séries que j'ai regardées, en tout cas, ce qui semble efficace, comme vous le disait Olivier, c'est l'injection qui va être probablement plus efficace que les petites mobilisations d'aiguilles. Après, une autre, je remercie pour ce qu'ils nous disent que c'est vachement bien qu'on a été super fort. Non, c'est pas vrai. Surtout toi. Non, si, ils ont dit que c'était... Non, tous les deux. Ils ont dit qu'on était très très forts. Moi, non, c'est lui, il est très fort, le gars, il est très musclé. Le monsieur est aussi très fort. Je lui montre quand même on regarde en thoracique 2 secondes. Ouais, et puis il y a une question en même temps, c'est que est-ce que tu peux multiplier les procédures en cas d'échec d'une première infiltration? Alors, c'est exceptionnel que j'ai besoin d'y retourner. Ça peut arriver, hein.
Alors, Je suis d'accord avec toi, l'expérience qu'on a, c'est que souvent ça marche très efficacement besoin. du premier coup, T'as pas même quand besoin. on a les premiers patients. donc là, il vient me voir et puis il me dit là, ça fait 2 jours, j'ai super mal dans les omoplates. Donc je lui demande de me montrer où et je pose la sonde tout doucement. Je lui dis, tu me dis à quel endroit? Elle me dit, c'est là. Je leur dis, c'est plutôt superficiel, c'est plutôt profond. C'est plutôt superficiel. Je vais aller infiltrer cette bande-là. D'accord? C'est plutôt profond. Attention si vous venez ici. Parce que juste en dessous, là, vous voyez, il y a des bosses. C'est les côtes. Et juste en dessous, il y a l'espace intercostal. Donc on ne va pas aller trop profond. En fait, on a 4,5, hein. Vous prenez une aiguille de 50, vous pouvez faire un pneumothorax à votre malade. Donc toujours, voilà, regardez, là j'ai plus de plèvre. Donc là je suis sur son, voilà, si je fais l'infiltration à ce niveau-là, en plus je remonte un petit peu. Quand je vais piquer, je vais faire le plan, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire le plan superficiel. Regardez, il y a du monde là, donc il y a des structures nerveuses, hein, à peu près sûres. Et puis éventuellement je lui fais un petit plan profond. S'il me dit qu'il ne sait pas. Et là, Ouais. ouais, c'est vrai, nous on a peu d'expérience sur le syndrome myofascial. J'en fais beaucoup moins de Du dorsal. trapèze, exactement. On a Parce beaucoup de lombalgie, moins. Mais ce que tu as dit, c'est très pertinent. C'est que souvent, les patients, quand on va tout doucement et qu'on progresse doucement et qu'on fait un peu d'hydrodissection, comme tu le disais tout à l'heure, ils te disent quand tu es au bon endroit et quand tu n'es pas mal ou ça fait Là, mal. on a très joli. On a un fascia un peu épaissi. Quand il y a un fascia un peu épaissi, c'est souvent qu'il y a des structures Donc, nerveuses. Alors, au niveau du cou, est-ce que puis je après, peux vous demander après, on va s'arrêter parce qu'on Ouais, non, commence mais à juste une décaler, minute là. Ça va être. Faut que je fasse pénétrer le gel. Attends, je vais te On remettre va un pas peu aller moins jusqu'à de- 6. On a fini là. On arrête tout. Ouais. On va mettre surtout beaucoup de gains parce qu'il a la peau un peu épaisse. Non, Ça, ça, je c'est me pas le trompe gain, de. c'est Non, la mais ça va parce que tu me T'as perturbes. pas mis le En doigt fait, sur le bon Tu bouton. me perturbes. Mon petit chéri. Ouais, tu te colles à moi, donc Ouais, je voilà. te comprends. Moi aussi, Donc, des fois, quand je me colle à moi tout pareil, seul, hein. ça me perturbe. Non, Je me perturbe non, des fois. Mais... mais voilà, non, arrêtez de rire parce que je vais rire aussi. Un tab-bloc. Hein. Alors, au fond, comme toujours, je dis toujours, n'allez jamais où il y a du rachis, où il y a de l'os. Là, vous n'avez pas le droit d'aller. Là, j'ai une bande, donc je vais aller piquer de dehors en dedans. Brrr, je vais infiltrer ce plan-là un tout petit peu. 2 cc, 3 ml là, un peu Un tout petit peu, d'hexaméthasone. comme tu disais, c'est un tout petit Voilà. peu. Nous, on en a fait aussi du Arnold, c'est un tout petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est que l'expérience qu'on a eue, nous, chez une patiente qui était une douloureuse chronique, et c'est vraiment ce que tu disais sur la douleur chronique, elle est arrivée, on lui a fait plusieurs fois le bloc, après elle est allée se faire opérer, et quand on lui bloquait son air Arnold, on avait le grand, on n'avait pas le petit, et comme tu disais de manière très pertinente, elle avait plus mal à un endroit, mais elle avait une grosse douleur à un autre endroit. Et c'est la difficulté de la douleur chronique, c'est couper la boucle, le cercle vicieux de la douleur chez le douloureux chronique, c'est un enfer. Chez le douloureux aigu, tu as l'impression que vraiment on y arrive, quoi. C'est ça. Façon beaucoup plus c'est simple que le beaucoup douloureux. plus satisfaisant. On va s'arrêter Ouais, peut-être on s'est bien marré, nous. On pourra encore faire 20 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut Merci. faire Il faut qu'on retourne Oui, là-bas. on va en revenir Ah, là. on va se rasseoir. Merci au modèle. Merci Ouais, merci. à l'équipe General Electric de nous avoir invités à passer ce moment. C'était bien. Hein. Moi, je me suis régalé et je vous invite surtout à le faire. Enfin, à le mettre en place, mais de façon très bien Tout organisée. doucement, Exactement. sans prendre de risques Exactement. non plus. Et vous aurez d'immenses satisfactions. Ouais. C'est un peu le bonheur qu'on a quand, Ah ouais. quand on pose une péridurale pour une dame Exactement. Une femme enceinte. qui a super mal. Ouais, ouais, c'est On pareil. infiltre. Ouais. Et puis elle fait, mais merci. Ouais, docteur. les gens sont hyper Merci. reconnaissants. Vous pouvez me donner un petit billet j'accepte tout sous forme de liquide. Voilà. Non, Mais les bien gens sûr sont- que non, on leur dit c'est gratuit. C'est Ouais. hyper satisfaisant. Dans le privé, tout à l'heure, toi, tu parlais de cas, c'est pas un truc qu'on fait forcément, comme tu dis, c'est pour la satisfaction des gens et leur rendre service. C'est un service qu'on rend. C'est pas du tout autre chose qu'un service. Ça n'ira pas plus loin que le service, mais ça rend vraiment service. Vous verrez, ça rend service à vos collègues qui ont mal au dos et ça rend service aux patients. Puis c'est bon pour la peau Et puis c'est bon pour la peau. aussi. Et puis, en tout cas, ouais, merci. Et puis c'est un bon moyen de rentrer dans la douleur. Et il faut qu'on rentre tous dans la douleur intermédiaire et aiguë parce que c'est important qu'on ne fasse pas que l'anesthésie. Voilà, bonsoir à tous, merci de nous avoir suivis. J'étais content d'être avec Olivier. À l'année prochaine peut-être. Au revoir.